Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer à deux voix un sujet qui intéresse toutes celles qui sont lancées dans l'entrepreneuriat dernièrement ou qui n'ont pas encore vu leur activité véritablement décoller, qui est comment booster sa visibilité. Parce que oui, aujourd'hui, c'est indispensable d'être visible et de se mettre en avant quand on est entrepreneur. Et paradoxalement, on vit une période où ça n'a jamais été aussi facile, mais ça n'a jamais été aussi complexe. Et donc, on va vous décoder tout ça à deux voix avec mon invité du jour, qui est Marie Dozla. Bonjour Marie. Bonjour Ophélie, merci de m'avoir invitée. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Alors justement, Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment toi, tu en es devenue à devenir une spécialiste, on va dire, de la communication et de la visibilité, et notamment d'aider des femmes à oser être visibles et se démarquer en termes de communication? Écoute, oui, moi j'ai commencé en tant que salariée, figure-toi, pendant une bonne dizaine d'années après mes études, salariée dans le secteur de la communication, où je me suis toujours sentie étriquée. Mais bon, écoute, c'était le parcours un petit peu classique après mes études. Donc, j'ai occupé plusieurs postes en communication. Et puis, à la naissance de mes enfants, qui ont aujourd'hui 12 et 15 ans, je me suis dit que c'était peut-être le moment de me lancer parce que je me rendais compte que le monde du travail, non seulement ne m'avait pas forcément plu pendant une dizaine d'années, mais en plus n'était pas compatible avec ma vie de maman, ou en tout cas la vie de maman que je voulais mener. Donc, je me suis dit, écoute, Marie, vas-y, lance-toi, c'est le moment, tu seras libre, tu pourras t'organiser comme tu veux. Alors, il y a eu deux, trois désillusions quand même, hein, parce que quand on est maman, entrepreneur, il y a certaines libertés qu'on a, puis il y a certaines libertés qu'on n'a pas. En tout cas, elles se payent parfois avec des sacrifices. Mais au-delà de ça, je n'ai jamais regretté ce choix et je me suis lancée du coup tout naturellement dans de l'accompagnement en communication et dans la formation en communication. Et en parallèle de ça, j'ai créé une association de mamans entrepreneurs avec deux autres mamans entrepreneurs comme moi, Linda Nirenda et Willen Léger-Dométil. Et on a créé donc cette association ici en Martinique de femmes entrepreneurs pour se soutenir et démontrer aussi à la société que l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat quand on est une maman, c'est possible. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que ce que je faisais au sein de cette activité bénévole était vraiment ce qui me passionnait le plus, à savoir accompagner des femmes à prendre leur envol, accompagner des femmes à puiser dans leurs différences pour réussir, accompagner des femmes à s'affirmer aussi, parce que c'est pas toujours évident face à l'entourage ou à la société d'avancer et d'imposer sa voix. Et du coup, en 2021, après le Covid, qui a généré pas mal de réflexions chez beaucoup d'entre nous, j'ai décidé du coup de me focaliser sur cette activité d'accompagnement des femmes que j'ai conceptualisée autour de ce mot OSLA, qui est en référence à mon nom de famille. Je m'appelle Marie Osier-Lafontaine, mais qui est aussi un jeu de mots pour dire ose la vie que tu mérites. Et je me suis lancée donc en 2021 comme ça, avec d'abord une newsletter et puis ensuite un accompagnement et une méthode qui est un peu la synthèse de tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, à savoir de l'accompagnement, communication, mais pas que, puisque j'intègre beaucoup d'outils de coaching et de développement personnel dans cet accompagnement. Puisque pour moi, la base de la communication, la base quand on veut communiquer, c'est déjà de savoir qui on est, où on veut aller et comment on a envie d'y aller. Donc, je travaille beaucoup avec les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou salariées, sur leur marque personnelle et sur la manière dont elles vont pouvoir le mieux incarner leur identité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Oui, alors ça, tu le disais justement, la communication, il n'y a pas de standard en matière de communication. Il faut véritablement que ça parte d'une bonne connaissance de soi. Et encore plus dans une période où justement, aujourd'hui, tout le monde reçoit sur son téléphone, ainsi de suite, de la communication dans tous les sens. Et plus on est authentique, plus on affirme ses valeurs, plus on ose se différencier, justement sortir des standards de communication des réseaux sociaux ou des mails, et ainsi de suite, plus on devient impactant, plus on se différencie, plus on peut faire valoir sa valeur en tant qu'entrepreneur. Or, un des principaux travers, c'est justement de calquer des méthodes toutes faites. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est que ça ne fonctionne plus. Alors, je peux vous le dire parce que moi aussi, j'accompagne des entrepreneurs, mais je l'ai aussi vu dans ma boîte. Tu confirmes ?
Oui, clairement, les solutions toutes faites ou les solutions soi-disant miracles qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, ce sont des pièges en fait. Surtout que parfois, bon, il y a souvent quelque chose derrière à vendre, donc des formations, etc. Et ce que je travaille moi, et je pense que c'est exactement le cas pour toi aussi, Ophélie, c'est la personnalisation. En fait, chaque personne est unique et donc chaque accompagnement est unique et chaque manière de communiquer va être unique. Et effectivement, c'est en travaillant d'abord sur son identité, sur ses talents, sur ses atouts différenciants, tout ce qui fait le socle en fait de cette marque personnelle et de cette identité. C'est à partir de là qu'on va pouvoir rayonner. Et vouloir appliquer des méthodes finalement toutes faites, c'est pas ça qui va fonctionner. C'est de savoir véritablement qui on est, ce qu'on veut apporter au monde, quelle est la mission qu'on se fixe, et puis après, comment on décide d'incarner cette mission. Une fois qu'on a ce socle-là, après, on va décider effectivement des manières de communiquer et qui vont varier d'une personne à une autre en fonction déjà de sa personnalité. Il y a des personnes, par exemple, qui ont une vraie aversion pour la vidéo, l'image, etc., qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et à ce moment-là, on va trouver d'autres manières de communiquer. Et puis d'autres qui vont au contraire être des aficionadas des réseaux sociaux et qui vont pouvoir aller s'y amuser. Mais vraiment, l'idée, c'est de trouver la manière de communiquer qui va correspondre à chacune. Et au final, il y a des manières de communiquer comme l'écrit, quand on est à l'aise avec l'écrit, comme les newsletters, comme les podcasts, comme ce que tu fais là, quand on est à l'aise avec la voix, qu'on aime l'échange, etc. YouTube, bien sûr, si on aime la vidéo. Et tout ça relayé sur les réseaux sociaux, mais en ne considérant finalement les réseaux sociaux que comme un relais et pas forcément comme la base de la communication. En tout cas, moi, c'est ce que je défends, c'est vraiment travailler sur son socle, sur la manière de communiquer qui nous ressemble le plus. Et après, effectivement, on va diffuser et faire relayer sur les réseaux sociaux sans tomber effectivement dans ce piège de la quête au like et de la quête à la visibilité qui ne se transforme pas forcément en business. Et c'est là où il y a énormément de déconvenus et parfois de découragement. C'est qu'il y a des femmes entrepreneurs qui se lancent sur les réseaux sociaux, qui postent beaucoup, qui se rendent compte effectivement qu'elles ont une petite notoriété ou des likes, mais au final, il n'y a pas de conversion en business, il n'y a pas de conversion en vente parce que finalement, ce n'est pas forcément cette manière de communiquer qui va correspondre à la cible à laquelle on s'adresse. Donc, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire et comment on peut le dire pour créer une vraie connexion en fait avec sa cible. Et il y a mille manières de communiquer. WhatsApp, par exemple, je ne l'ai pas cité, mais WhatsApp, c'est un outil aussi qui est efficace pour créer des communautés. Donc, l'idée, c'est d'être bien vraiment aligné et ancré avec qui on est, ce qu'on veut proposer, pour ensuite aller vers sa cible idéale. Oui, et ça, c'est justement renverser la tendance. Alors moi, je le fais un peu sur tout ce que je fais, que ce soit dans le cadre du business ou de l'investissement, c'est de partir de la personne, de ce qu'elle est, de la vie qu'elle a envie d'avoir et de lui trouver le modèle qui lui va bien. Parce qu'aujourd'hui, des modèles de communication, comme tu disais, il y en a plein. Faut absolument pas être dans la course au like. Alors, je peux en témoigner parce que moi, maintenant, je commence à être très visible, à intervenir sur des grosses choses et ainsi de suite. Et tout le monde me dit, mais comment tu as fait, ainsi de suite. Et j'explique à tout le monde que la visibilité ne fait pas la conversion. C'est la confiance pour laquelle il faut du temps pour pouvoir la construire, la connexion, l'authenticité, les valeurs qui font que demain, vous aurez une communication impactante et que vous allez pouvoir transformer. Et ça se construit dans la durée. Tu as dû le voir aussi dans ton activité. Moi aussi, je l'ai vécu et 100% des nanas que j'ai accompagnées l'ont vécu. On se cherche au démarrage dans sa communication parce qu'on évolue en tant qu'entrepreneur et on s'affirme aussi dans son processus. Moi-même, la première fois qu'il a fallu que je fasse une vidéo, ça m'a rendu malade. Parce que on a des plafonds de verre à passer à la vidéo pour beaucoup. C'est pas facile. Moi, je le vois parce que je fais des interviews et je propose toujours des interviews vidéo. Il y a beaucoup de femmes pour lesquelles c'est la première fois qu'elles passent en vidéo et c'est extrêmement complexe pour elles. Elles sont heureuses de le faire avec moi, justement, de se rendre compte que ça peut être facile et ça leur permet de dépasser un plafond de verre. Et comme tu disais, la communication, généralement, on commence par écrire, à se cacher un petit peu derrière son écran. Après, on s'autorise un peu à parler. Puis finalement, le jour où on est complètement libéré, on incarne sa posture d'entrepreneur, c'est là où on peut passer à la vidéo et j'ai envie de dire déployer l'artillerie lourde. Moi maintenant je le fais en live assez facilement sur des gros séminaires ou des choses comme ça. J'ai plus besoin de filer, mais je l'ai pas fait du premier coup. J'ai commencé comme tout à faire des posts assez fades sur internet et je me suis dit que j'allais progresser en marchant. C'est aussi important de s'autoriser à itérer. Je le vois personnellement en tant qu'entrepreneur. Je revois ma communication et ma marque personnelle, je la réaffine presque maintenant tous les, allez, on va dire, 6 mois à 9 mois. Parce que tous les 6 mois à 9 mois, j'évolue, mes offres évoluent, les personnes que j'accompagne évoluent,
Et du coup, je fais évoluer tout mon système de communication. Et ça, ça part vraiment de ce principe-là que tu évoquais, qui est les valeurs, l'offre, où on est la personne en face de soi et où on en est soi-même, quelle est la valeur qu'on peut apporter à cette personne. C'est de ça dont on doit partir et pas de kit, de template et de hook, comme on l'entend aujourd'hui sur Internet. Oui, c'est exactement ça. Puis il faut aller vers ce qu'on aime. C'est-à-dire que certaines personnes vont être à l'aise avec l'écrit, ben, aller vers la newsletter. Pas besoin de faire des vidéos. C'est ma préco, ou en tout cas, si on n'aime pas ça. Moi, je sais que comme toi, les premières vidéos, c'était vraiment difficile, mais il y avait quelque chose qui me poussait à les faire quand même. C'est-à-dire que pour faire 1 minute de vidéo, je devais y passer 1 heure, je refaisais des prises tout le temps, je bafouillais, ça marchait pas comme je voulais. Et puis au final, effectivement, on apprend en faisant. Si à la base, on a quand même envie d'y aller. Si vraiment on a une aversion pour un outil ou un canal, moi, je préconise pas d'y aller. Je préconise d'aller vraiment, et surtout au démarrage, sur ce qu'on aime, sur ce avec quoi on a le plus de facilité et le plus d'appétence. Et puis après, on va apprendre en faisant. Et une fois que, par exemple, la newsletter, elle est super, on va se lancer dans autre chose. Moi, je sais que j'ai beaucoup poussé la vidéo au départ. Alors qu'en fait, moi, ce qui me plaît, c'est le podcast, c'est la voix. Et j'ai lancé mon podcast seulement cette année, d'ailleurs, en 2025. Le premier épisode est sorti en février. J'en suis au 5e épisode et je suis hyper contente parce qu'au final, c'est ce qui me ressemble davantage. Et j'associe ça à des événements en présentiel où là aussi, moi, j'ai besoin de ce contact humain pour créer la connexion. Donc, j'associe effectivement le virtuel et le présentiel dans ma communication parce que ça me ressemble et que sans présentiel, moi, je sais qu'au bout d'un moment, il va me manquer quelque chose. Donc, j'associe les deux, mais parce que, voilà, ça me ressemble et chacune doit trouver, effectivement, et c'est ce qu'on travaille avec les clientes que j'accompagne, trouver vraiment le mode de communication, les outils et les canaux qui vont correspondre à ce avec quoi elle est à l'aise. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, on apprend en faisant. Et tu as raison de dire que la marque, elle évolue. On a l'impression qu'il faut qu'on ait un positionnement clair, défini, et puis qu'on va le garder pour 10 ans. Alors qu'en fait, on a un positionnement au départ, on a une volonté, une intention au départ. Il faut être au clair avec celle-ci, bien évidemment, mais elle évolue en fonction du contexte, en fonction de la clientèle, en fonction de sa propre évolution aussi, parce que parfois on a envie d'accompagner ou de faire telle ou telle activité, et puis au fur et à mesure des années, ben, on change aussi, nous, on évolue, on a d'autres besoins, d'autres envies, on explore aussi d'autres univers. Et à chaque fois, ce qui est important, c'est de se poser, de faire ce pas de côté pour se dire, OK, je fais le point pour savoir où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je suis toujours aussi au clair avec ce que je propose? Est-ce que je suis toujours alignée avec mon offre, avec ma clientèle idéale, etc. À titre d'exemple, moi, j'ai commencé par accompagner uniquement les femmes entrepreneurs parce que c'était mon dada. Hein. Je suis une femme entrepreneur, donc forcément, c'est une expérience que je connais bien. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce que je proposais aux femmes entrepreneurs pouvait aussi convenir aux femmes salariées qui, elles, ont envie de s'affirmer, de briser le fameux plafond de verre dans l'entreprise. Et du coup, j'ai commencé à accompagner les femmes salariées et ça fonctionne aussi très bien. Les méthodes que j'utilise, en fait, puisqu'on parle de marque personnelle, d'identité, ça fonctionne avec les entrepreneurs qui veulent se déployer et qui veulent communiquer, mais ça fonctionne aussi avec des femmes qui sont salariées et qui ont envie de prendre une autre place et de se positionner autrement dans l'entreprise. D'autant que femmes entrepreneurs comme femmes salariées, on est toutes, d'une manière ou d'une autre, freinées, voire écrasées par un système patriarcal. Quand même, le monde du travail est fait par les hommes pour les hommes. Et ce qui fait que pour une femme, c'est souvent plus compliqué d'arriver à atteindre ses objectifs. Donc moi, j'interviens là aussi, si tu veux, pour les aider à reprendre confiance et à reprendre le pouvoir sur leur parcours, sur leurs projets, sur le chemin qu'elles ont envie de construire en étant fidèles à ce qu'elles sont. Alors ça, justement, on va en parler des peurs à déconstruire liées à la visibilité, parce que ça, je vois que c'est vraiment, c'est la panique attaque au démarrage, c'est souvent ça qui freine là-dessus, autant que le comment. Souvent, les personnes se cachent derrière la problématique du comment. Je n'aurais pas réussi, je n'aurais pas justement la méthode miracle, mais c'est avant tout à l'intérieur d'elle que ça bloque. La première des choses, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc ça, dans l'entrepreneuriat, on va dire, allez, on est 90% à avoir un syndrome de l'imposteur carabiné qu'on récupère déjà du salariat. Donc on l'avait dans le salariat où on n'osait pas faire valoir notre place et notre travail à sa juste valeur. Et généralement, hop, il se duplique dans l'entrepreneuriat. Et au moment d'être visible, on a du mal à incarner pleinement la posture de l'entrepreneur en confiance et ça se ressent énormément dans la communication. Est-ce que tu confirmes? Oula, oui, je confirme. Et le syndrome de l'imposture, c'est un sujet que j'aborde avec quasiment toutes mes clientes, que ce soit en collectif ou en individuel, parce que
toutes, quasiment, comme tu dis, 90%. Le chiffre officiel, c'est 70% de la population mondiale qui connaît ou a connu déjà le syndrome de l'imposture, mais on sait que les femmes sont beaucoup plus touchées par ce syndrome par rapport à l'éducation, puisqu'on a une éducation qui est encore très genrée. L'école qui donne beaucoup plus de place aux garçons et notamment dans l'espace, qui donne beaucoup plus d'espace aux garçons. L'éducation qui va pousser les garçons à prendre plus de risques, à tomber, et les filles à être beaucoup plus précautionneuses, être plus dans l'attention et le soin aux autres. Donc, on est conditionné comme ça depuis l'enfance finalement à avoir un rôle qui est davantage tourné vers les autres et un rôle qui est davantage dans le consensus, qui fait que forcément c'est compliqué quand on veut prendre un risque tel que celui de créer une entreprise ou dans l'entreprise de vouloir s'affirmer, postuler à d'autres postes, etc. Donc, on a à la base un frein interne qui concerne effectivement de nombreuses femmes. Donc, moi, effectivement, je vais travailler sur ce syndrome de l'imposture en abattant, si je veux, chacune des barrières. On va analyser pourquoi le syndrome d'imposture est là et ensuite, pas à pas, on va travailler les croyances limitantes pour reprogrammer le cerveau, parce qu'il s'agit vraiment de ça, de reprogrammer le cerveau en revisitant son parcours déjà, parce qu'on a tendance à voir toujours le verre à moitié vide, à se dire j'ai raté ci, ça j'aurais pu faire comme ça, etc. L'autoflagellation permanente. Et là, on va travailler justement sur aller chercher les réussites et aller trouver quels sont les talents, les aptitudes, les compétences qu'on a, qu'on considère peut-être comme étant tout à fait normales alors que ce sont des trésors cachés. Donc, on va aller à la recherche de ces trésors cachés et ça va déjà permettre de gagner en confiance. Et puis après, on va expérimenter un certain nombre de choses par petits pas, en étant toujours sa meilleure amie et non pas sa meilleure ennemie, pour avancer, tester des petites actions qui permettent de dépasser des peurs et se rendre compte qu'au final, les choses se passent plutôt bien et le succès est souvent au rendez-vous. Ça nécessite une discipline qui est celle de faire ce pas de côté dont je parlais tout à l'heure, pour observer différemment, changer de lunettes, pour constater finalement que le parcours qu'on a et que les actions qu'on mène sont souvent pourvoyeuses de succès, tout simplement, et on a du mal parfois juste à les voir, et on se concentre uniquement sur ce qu'on pourrait faire davantage sans voir ce qu'on a accompli de merveilleux et ce qu'on est en mesure d'accomplir encore de merveilleux. Oui, ça, il y a un bouquin génial, tu l'as certainement lu, qui s'appelle The Gap and the Gain. En fait, on a toujours tendance à voir le chemin monumental qui nous reste à accomplir pour aller où on veut et on voit pas tout ce qu'on a fait déjà. Ce chemin merveilleux qu'on a déjà accompli et tous ces succès qu'on a réussi à avoir et finalement se sentir en confiance et avoir un peu moins ce syndrome de l'imposteur, c'est regarder tout ce qu'on a déjà accompli et tous les matins se remémorer tout ça en se disant qu'on peut réussir encore mieux et en lâchant un petit peu sur justement les injonctions aussi, sur les délais, les résultats qu'on veut absolument obtenir. C'est souvent comme ça qu'on arrive à lâcher là-dessus. Tu disais, il y a aussi le syndrome de la bonne élève. Ça, il y a beaucoup de femmes qui sont assez perfectionnistes. On le voit, les femmes souvent réussissent mieux à l'école, ont des meilleures notes. Mais du coup, dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément, entre guillemets, un bon plan. Parce que être perfectionniste, c'est perdre beaucoup de temps et c'est attacher parfois trop d'importance à des choses qui n'en ont pas. Et dans la communication, mieux vaut une communication spontanée, impactante, incarnée et imparfaite que de tourner en rond en attendant la perfection dans son message de communication. Exact, comme on dit, il vaut mieux fait que parfait. C'est-à-dire, il vaut mieux se lancer, quitte à effectivement ce que ce soit améliorable au fur et à mesure, et tout est toujours améliorable sans viser la perfection. Moi, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est qu'en fait, la perfection n'existant pas, elle n'existe pas, personne ne pourra l'atteindre. Viser la perfection, c'est programmer son échec. En tout cas, programmer son sentiment d'échec. Si on vise quelque chose qui n'est pas atteignable, forcément, on ne l'atteindra pas, et du coup, on va avoir derrière un sentiment d'échec qui ne correspond pas en fait à la réalité. Donc, effectivement, c'est arrêter de viser la perfection et plutôt faire du mieux qu'on peut. Et là, je rebondis avec un autre livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, où là, il parle donc de ce fameux accord qui, moi, m'a marqué quand je me suis lancée. C'est le premier livre que j'ai lu quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et ça m'a beaucoup aidé, de faire de son mieux. Et à partir du moment où on fait de son mieux, ça veut dire qu'on n'a pas pu aller plus loin en fonction de ses compétences aujourd'hui, du contexte dans lequel on est. À ce moment-là, on analyse ses résultats et on voit concrètement ce qu'on a réussi. On célèbre ses victoires. Ça, je conseille toujours à mes clientes de célébrer leurs victoires petites et grandes. Et puis, pour ce qui n'a pas marché, on analyse. Plutôt que de rester en se disant ça n'a pas marché, je suis nulle, voilà, conclusion, c'est de dire ok, ça n'a pas marché exactement comme je voulais. Donc, je vais aller analyser
de manière très objective ce qui a pu freiner tel ou tel point dans le plan d'action que j'avais posé. Et là, ça permet de se dire, bon, OK, la prochaine fois, je vais faire ça différemment. Et au fur et à mesure, on apprend. Et souvent, l'obstacle, l'échec, c'est très mal vu dans nos cultures, alors qu'en fait, c'est exactement comme ça qu'on va apprendre et qu'on va progresser. Il n'y a pas de réussite sans échec. Et c'est ce que j'explique souvent aussi à mes clients, c'est le fameux schéma où en fait on imagine que la réussite c'est partir d'un point A à un point B sur une ligne totalement, totalement droite, alors qu'en fait la vie c'est des tourbillons, c'est des hauts, c'est des bas, ça part dans tous les sens. L'idée c'est ce fameux pas de côté pour se dire tiens, ok, alors là ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Comment je fais pour analyser? Comment je fais pour faire les choses autrement la prochaine fois, peut-être qu'il m'a manqué des compétences, peut-être qu'il m'a manqué de la ressource, etc. Et comme ça, on construit sa vie et puis on construit du coup son business. Et puis il y a autre chose sur le syndrome de l'imposture qui concerne beaucoup les femmes et qui fait le lien avec les réseaux sociaux, c'est la problématique de la comparaison. C'est de toujours se comparer à telle personne qui est sur les réseaux sociaux, qui a peut-être, je ne sais pas moi, 500 000 followers, et on se dit, oh là là, ce qu'elle fait, c'est génial, moi, j'y arriverai jamais, etc. Et en fait, c'est absolument toxique, d'autant que on ne sait pas ce que vit cette personne. Les réseaux sociaux, ça reste une image, ça reste vraiment une vitrine, ce qu'on veut montrer. Donc, on ne sait pas ce que vivent les gens à côté, derrière cette façade. Et ensuite, se comparer à quelqu'un qui a, par exemple, qui s'est lancé depuis 10 ans, alors qu'on se lance tout juste, c'est absolument contre-productif parce qu'il faudrait s'interroger sur la manière dont a commencé cette personne qui a beaucoup de succès aujourd'hui et se comparer peut-être à cette personne quand elle s'est lancée et aller regarder, du coup, remonter dans les archives l'historique pour regarder les premières vidéos, les premiers posts, etc. Et puis, pour moi, la comparaison, la seule comparaison saine qu'il puisse y avoir, c'est la comparaison avec soi-même il y a dans le passé. Donc, je me compare à moi il y a 1 an, je me compare à moi il y a 2 ans, je me compare à moi il y a 10 ans pour constater en fait justement ce chemin parcouru et de dire, OK, ben, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, j'ai traversé tel obstacle, OK, en fait, j'ai grandi pendant cette période-là et je vais me servir de tout ce que j'ai appris. Cette comparaison-là, elle est saine parce qu'elle permet justement d'avancer et de progresser. La comparaison avec les autres, elle est toxique, elle est très féminine aussi parce que là encore, dans la culture, on nous pousse à nous comparer les unes les autres, on veut nous faire croire qu'on est rival, alors qu'en fait, on ne l'est pas. Moi, je travaille avec beaucoup de femmes, j'ai une association de femmes et je constate qu'au contraire, la sororité, elle est ultra efficace et que c'est la société qui veut nous faire croire que les femmes seraient rivales, alors que c'est faux. Et s'appuyer sur un réseau partagé avec d'autres femmes, sur son évolution, sur ses idées, etc., c'est aussi extrêmement important quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et sur les réseaux sociaux, pardon, ça fonctionne aussi dans le sens où on peut, au sein d'une communauté, s'entraider sur les réseaux sociaux en disant voilà, j'ai fait tel poste, soutenez-moi. Et du coup, le groupe soutient, envoie des commentaires, etc. Ça permet aussi de se lancer au démarrage, d'avoir des groupes de soutien comme ça d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs notamment, qui permettent voilà, de mettre le pied à l'étrier quand on a cette crainte d'être visible sur les réseaux sociaux. Oui, et comme tu disais, donc il y a des craintes qui sont liées à la visibilité, qui sont aussi très spécifiques aux femmes, et notamment, ben, moi je le vois, les femmes, alors je le dis des fois de manière un peu provocatrice, mais inconsciemment, on nous a un peu élevés en batterie à plaire, à plaire, et notamment à plaire physiquement. Et les femmes ont beaucoup peur d'être jugées et attaquées sur leur physique. Et c'est souvent ça qui les plombe et qui fait qu'elles ne s'autorisent pas à être pleinement authentiques, ce qui les amènerait justement au contraire, en tant qu'entrepreneur, à se différencier des autres. Donc, quelque part, communiquer de manière impactante, c'est ne plus avoir peur de déplaire et d'être pleinement soi-même et lâcher ce petit côté Madame Parfaite aussi du point de vue esthétique. Tu l'observes également? Oui, et c'est vrai que moi je leur dis à mes clientes, plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Donc forcément, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on devient visible sur les réseaux sociaux, il y a des gens à qui on va plaire et des gens à qui on va déplaire. Et en fait, c'est très bien parce que plus on s'affirme et plus on a une identité à affirmer, plus effectivement, on va attirer certaines personnes. Donc, dans l'idéal, sa clientèle idéale qui va se reconnaître dans notre manière de parler, dans les messages qu'on va diffuser, dans les couleurs qu'on va utiliser, dans tout l'univers en fait qu'on va proposer. Et puis d'autres qui vont absolument pas se retrouver dedans. Et ça crée un tri naturel. Et du coup, on va attirer les bonnes personnes à nous. Et effectivement, pas besoin d'être Beyoncé pour être sur les réseaux sociaux et pour être prise en photo, etc. Et au contraire,
Je pense que chaque femme qui voit justement sur les réseaux sociaux des femmes qui sont pas forcément maquillées, qui sont authentiques, qui ne se prennent pas au sérieux, bah, ça rassure en fait. Ça rassure chacune des femmes qui consomment ce type de contenu et ça fonctionne. Donc je ne dis pas de... Moi je suis toujours maquillée, toujours des boucles d'oreilles, des lunettes, etc. parce que c'est mon goût et c'est ce que j'aime. Mais si on n'aime pas se maquiller, on ne se maquille pas. Si on n'aime pas s'habiller de telle ou telle façon, on ne le fait pas parce qu'il faut considérer vraiment les réseaux sociaux comme un canal de diffusion. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher, il faut juste être soi-même, comme si on rencontrait quelqu'un dans la rue et ne pas dévaloriser le nombre de likes ou d'abonnés qu'on pourrait avoir. Parce que même si vous avez, je ne sais pas, 600 personnes, vous avez quand même 600 personnes qui vous suivent. Si tu imagines dans une salle 600 personnes qui sont en train de t'écouter, c'est énorme. Donc, en restant soi-même, on attire les bonnes personnes et puis ça fait un petit peu descendre cette pression continuelle sur, comme tu dis, le physique et les injonctions qui pèsent sur nos épaules. Alors, c'est pas forcément facile à faire de se libérer de toutes ces injonctions, mais c'est intéressant d'aller suivre, moi c'est ce que je propose aussi, d'aller suivre des comptes de femmes qui justement, souvent des comptes féministes, hein, qui abattent ce type d'injonction en se disant qu'en fait, il y a une autre manière d'exister. On n'est pas obligé de tomber dans ce piège et dans ces carcans que la société nous impose et que la société du paraître nous impose. C'est se dire, j'apprends déjà à m'aimer moi-même et je me montre telle que je suis et j'accepte qu'effectivement, comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens à qui je ne vais pas plaire, comme il y a des gens qui ne me plaisent pas. Et c'est OK. Il n'y a aucun problème avec ça. L'objectif n'est pas de plaire à tout le monde, mais d'attirer les personnes avec qui on a envie de travailler. C'est tout. Et alors ça, moi, je peux aussi en témoigner en tant qu'entrepreneur, hein, parce que être une femme de 46 ans avec les cheveux régulièrement en pétard qui parle d'argent et de plafond de verre des femmes en vidéo, c'est souvent, ça secoue un petit peu. Et j'ai créé mon propre style, mon style qui est d'interviewer des femmes authentiques, on va dire, qui ont entre plutôt 40 et 60 ans en changement de vie et qui ont décidé de se créer une vie plus libre. Et du coup, si ça fonctionne, c'est aussi parce que ça parle à cette cible-là. Et oui, et moi, j'ai complètement fait ce choix d'attirer de manière magnétique à moi des personnes qui sont les personnes à qui mon sujet va parler, de laisser les autres de côté. Et ça fonctionne justement parce qu'on fait des choix tranchés en termes de communication. Et mieux vaut fonctionner avec ce qu'on appelle une niche en économie bien identifiée, c'est-à-dire des personnes à qui on parle et qui vont se reconnaître dans votre discours, et laisser les autres, la masse, ne pas comprendre ce que vous racontez, du coup, ne pas s'intéresser à vous, et c'est complètement OK, parce que du coup, ça fait que vous êtes à l'aise pour avoir une communauté qui vous suit, qui est une communauté engagée, et derrière, vous avez un business durable, et c'est aussi ça dont je voulais qu'on parle ensemble, les canaux aussi de communication aujourd'hui. Alors moi, je suis montée en compétences en commençant à communiquer sur Internet, et qu'aujourd'hui, il est possible de recycler des contenus en se prenant pas trop la tête, entre guillemets, notamment grâce aux intelligences artificielles, qui, si on fait des contenus très authentiques, peuvent nous les segmenter et nous permettre de faire plus de choses en moins de temps. Et ça aussi, il ne faut pas se tromper, hein, ne remplacez pas votre communication personnelle par les intelligences artificielles, mettez-les à votre profit pour qu'elles vous aident à en faire plus et à faire mieux, mais ne pensez pas qu'elles vont se substituer à vous, parce que là, je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas avoir un business durable. À l'ère des IA, au contraire, c'est très, très important de s'affirmer, d'être encore plus authentique et d'humaniser tant ses prestations que ce qu'on fait, parce que sinon, vous allez être complètement concurrençable par une machine demain. Donc, c'est encore plus important d'incarner sa communication, mais ça fonctionne justement parce que moi, j'ai fait des choix qui étaient tranchés. Tu le disais, les réseaux sociaux, moi, je ne les utilise justement que comme un relais, puisque demain, les réseaux sociaux, la plupart des plateformes sont susceptibles de vous fermer votre compte du jour au lendemain sans vous demander votre avis. Donc, mettre toute sa stratégie là-dessus, c'est extrêmement risqué. Moi, je connais beaucoup de personnes qui avaient des comptes avec des centaines de milliers de personnes et qui se sont fait fermer du jour au lendemain. Moi, je n'ai pas du tout fait ça, puisque je suis partie sur le principe d'un blog et d'un trafic organique sur Internet pour être sûr d'avoir une entreprise et un business qui sera encore là dans 20, 30 ou 40 ans. Réfléchissez aussi en termes de durabilité et méfiez-vous de l'objet brillant et de ces modes autour des réseaux sociaux. Fuyez ces histoires de hook, de hack et de stéréotypes de communication, parce que c'est peut-être plus long de mettre en place une stratégie de communication qui est parfois alignée autour de valeurs
rigueur et d'une authenticité. Mais à terme, c'est ça qui fait que vous avez un business durable qui résistera à toutes les modes. Et moi, c'est ce que je vous souhaite aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, d'autant que moi, je l'ai vécu, le fait de se sentir fragilisé par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour la santé mentale, les réseaux sociaux, c'est pas forcément une bonne chose. Comme tu dis, toi, tu as ton blog, moi j'ai ma newsletter, nous on a tous les deux notre podcast, tu as ton propre contenu avec ta propre cible qui est venue à toi, ton fichier client, prospect, abonné, etc. Alors qu'au final, les réseaux sociaux nous imposent déjà des formats. Il faut faire tel format parce que ça fonctionne. 2 semaines après, c'est un autre format qui fonctionne, etc. Donc, on est un peu à la merci des réseaux sociaux. Donc, il faut toujours suivre les algorithmes, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, au final, on n'obtient pas forcément les résultats qu'on recherche parce que c'est assez compliqué de se démarquer sur les réseaux sociaux compte tenu de la concurrence qu'il peut y avoir. Donc, il faut vraiment, je ne dis pas les bannir, mais les mettre à leur juste place. La place de relais, comme on disait, toi et moi, c'est-à-dire que je fais des choses, j'écris des articles, je monte peut-être des vidéos, j'accompagne des personnes, j'ai tel métier, etc., que je photographie, que j'enregistre, je partage du contenu, je partage des conseils via mes propres outils. Et puis, je relais tout ça sur les réseaux sociaux, un petit peu comme le ferait un journal. C'est vraiment pour moi un canal de diffusion et il ne faut pas tout miser dessus parce qu'effectivement, on peut tout perdre du jour au lendemain, on peut perdre son compte. Puis les abonnés sont des abonnés Instagram ou LinkedIn ou Facebook. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc l'idée, c'est d'aller se servir des réseaux sociaux pour aller chercher cette communauté et la ramener sur ses propres outils, comme la newsletter ou d'autres. Oui. Outil dont on est propriétaire, dont on ne pourra pas être banni. Et puis, bah, c'est créer des vraies connexions et des vraies relations, de vrais êtres humains, travailler aussi le réel, hein, parce que à l'ère du virtuel, moi, je suis très, très présente sur Internet et pour autant, moi, je suis très, très présente en réel aussi. Établir de vraies relations avec des vrais gens, se déplacer, faire du business en réel, c'est aussi important parce que parfois, on oublie ça et c'est important de remettre les fondamentaux au centre de son entreprise. Exact. Moi, j'ai fait ce cheminement-là. Quand j'ai lancé Ozla en 2021, j'ai voulu tout miser, enfin tout miser quasiment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai sorti ma newsletter et derrière, ma communication était essentiellement sur les réseaux sociaux. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, les personnes qui venaient à moi, c'était les personnes qui me connaissaient. Donc, je me suis dit, OK, les réseaux sociaux, c'est bien pour communiquer, pour une notoriété, etc. Mais il faut que tu continues, en fait, ce que tu as toujours fait, c'est-à-dire d'aller voir les gens. Donc, la prospection, on va dire, classique, se déplacer en after-work, se déplacer dans des événements, aller rencontrer les gens, leur parler, leur poser des questions. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on crée la connexion, de un. De deux, on a un contact humain et on en a vraiment besoin. Je pense qu'on s'en est rendu compte pendant le Covid, donc il ne faut pas non plus perdre ça de vue que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine, donc il faut aller au contact de sa cible et des personnes qu'on veut aider, à qui on veut proposer ses services. Et puis, c'est vraiment important aussi de poser des questions aux personnes que vous rencontrez. Parce qu'au final, on a parfois une idée sur son offre qui va être géniale, qui va proposer telle ou telle chose. Et on se déconnecte parfois de sa cible et de ses véritables besoins. Et aller au-devant des personnes à qui on a envie de proposer ces services, c'est aussi une matière indispensable pour faire bouger ces offres dans le bon sens, les affiner, parce qu'elles doivent toujours être affinées. En fait, on ne peut pas rester sur la même offre pendant 10 ans, pour les affiner, pour répondre au mieux à sa cible. On lance parfois une idée, un business avec une perspective, et on se rend compte sur le chemin, justement, en étant confronté aux véritables besoins de sa cible, qu'on va devoir faire évoluer son offre, pardon. Et c'est ce qui est, moi, je trouve intéressant dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose et après, on le façonne, on l'affine, on le diversifie, etc., en fonction des personnes qu'on va rencontrer. Et cette connexion dans le réel, comme tu disais, elle est indispensable, selon moi, pour maintenir aussi la motivation. C'est-à-dire de comprendre que ce qu'on propose aux autres, ce qu'on propose à sa cible idéale, au-delà d'un business, c'est important. On a quelque chose véritablement qu'on souhaite apporter. Toi, tu es des femmes, tu disais entre 40 et 60 ans, justement, à changer de vie et à maîtriser leurs finances, donc quelque part à être indépendante, ça fait sens. Il y a du sens derrière. Moi, j'accompagne les femmes à s'affirmer, à travailler leur marque personnelle pour vraiment concrétiser leur projet en restant fidèles à elles-mêmes et en brisant tous les carcans dans lesquels elles ont pu tomber. Ça a du sens, en tout cas pour celles que j'accompagne, et puis pour d'autres, elles viendront pas vers moi, mais en tout cas pour celles que j'accompagne, ça a du sens. Et pour moi, ça a véritablement
du sens, c'est vraiment ma petite contribution à l'émancipation des femmes. Et c'est important de toujours se reconnecter à ça. Et pour se reconnecter à sa mission, il faut forcément aller au-devant des autres et aller au contact, au vrai contact dans le réel, comme tu disais, des personnes qu'on a envie d'aider ou à qui on a envie de proposer ses services. Oui, et puis comme tu disais, c'est quelque part une étude de marché qu'un entrepreneur a à ciel ouvert, c'est-à-dire que c'est important d'écouter ce que les personnes vous disent, c'est-à-dire de noter les mots, parce que c'est comme ça aussi qu'on a une communication importante, en parlant avec leurs mots, en écho. C'est aussi important d'écouter ce qu'elles ne vous disent pas et de se laisser le temps de le faire. C'est pour ça que moi j'ai dédie beaucoup de temps à écouter, tout simplement, sans parler, des personnes qui rentreraient dans ma cible pour comprendre tout ce qu'elles ne me disent pas et auxquelles il est important que je puisse répondre. Et c'est aussi comme ça que vous pourrez faire évoluer les choses pour être, comme tu disais, toujours plus impactante, toujours plus dans le réel par rapport à tout ça. Et ça, il y a plein de personnes qui fuient un petit peu la relation et c'est dommage parce que c'est véritablement de ça qu'on devient visible et impactant et qu'on a un business qui va, comme tu le disais, évoluer dans le bon sens dans le temps, parce que ça aussi, je vois pas mal d'erreurs, je vois pas mal de personnes qui sortent une offre, qui se disent « Ah, ça marche pas », et qui ne font pas justement ce travail qui est l'écoute profonde et la mutation de leurs offres. Moi, à partir du moment où je sors quelque chose, je pars du principe que c'est obsolète et qu'il faut que je recrée quelque chose de nouveau. Oui, oui, c'est très vrai ce que tu dis. Et je pense à la règle du 80-20, tu sais, le fait de trouver les 20% d'efforts qui nous amènent 80% de résultats. Et quand on compare le temps qu'on peut passer, par exemple, à produire un contenu sur les réseaux sociaux qui va se perdre dans les méandres des réseaux sociaux et un entretien avec une ou plusieurs personnes en écoute profonde, comme tu le disais à l'instant, en étant vraiment à l'écoute des besoins, ce temps-là et ce qu'on va tirer de cette conversation est parfois beaucoup plus impactante sur le business que le temps qu'on va passer à vouloir créer un carrousel, une vidéo, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas communiquer sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même analyser en fonction de la période qu'on est en train de vivre au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de son entreprise, de quoi on a véritablement besoin. Et toujours rester connecté avec sa clientèle et ses besoins et toujours être dans cette écoute pour ne pas perdre de vue finalement les besoins de sa clientèle et s'user véritablement, s'épuiser à vouloir coller à des principes qu'on a vus sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas évident au départ, mais il faut arriver dans sa semaine et dans sa gestion du temps à pouvoir rester connecté avec les besoins de sa clientèle, rester connecté avec son positionnement, la mission de vie qu'on s'est fixée et effectivement communiquer sur tout ça. Mais ne pas se perdre justement dans une communication qui prendrait toute la place et qui pourrait épuiser et ne pas donner les résultats attendus parce que justement, on ne s'est pas assez penché sur le reste, sur la prospection classique, sur le positionnement, sur l'offre à affiner, sur l'écoute de la clientèle, etc. Eh ben, je te remercie parce que je pense que du coup, on va avoir remis les choses à leur place justement sur qu'est-ce qui est important dans son business. Et c'est pas uniquement la visibilité, c'est le sens et c'est la cohérence de sa stratégie et l'alignement qu'elle peut avoir par rapport à nous-mêmes, notre personnalité et les personnes à qui on a réellement envie de parler. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tous tes précieux conseils, Marie, sur Internet? Alors, j'ai un site internet, tout simplement osla.fr. J'ai aussi un compte Instagram, Marie_Osla. Et j'ai un compte LinkedIn, Marie-Osier Lafontaine, tout simplement. Et vous pouvez retrouver mon podcast Les Voix qui osent sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Bon, puis on vous invite à oser, mesdames, à oser être visible, à oser vous amuser avec votre communication, parce que là aussi, c'est souvent quand on s'amuse et qu'on prend plaisir que ça accroche. Hein, moi, je le vois. C'est aussi pour ça que je fais des interviews, parce que moi, j'y prends plaisir. Et du coup, les personnes qui nous écoutent, ils prennent plaisir, ne serait-ce qu'à voir nos sourires et nos yeux qui brillent. Et c'est important aussi, des fois, de s'autoriser à faire un truc qui est peut-être un peu extraterrestre par rapport aux autres, mais juste parce que vous y prenez plaisir. Et du coup, vous le tiendrez dans la durée, parce que ça aussi, c'est des petits cailloux qui ne produisent pas leurs résultats tout de suite, notamment la création de contenu sur Internet. Et c'est important à un moment de se dire, en fait, je le fais aussi parce que ça me fait plaisir et que ça produit dans ma propre vie quelque chose d'impactant positivement, parce que c'est comme ça que vous le ferez durer pendant des années, même si au démarrage, vous risquez d'avoir un impact qui est relativement petit. C'est moi-même ce qui s'est passé quand j'ai créé mon blog, ma chaîne YouTube et tout mon écosystème sur Internet. Et puis, ce tout petit impact du démarrage, maintenant, a grossi et a créé une grosse communauté, un gros effet boule de neige. Mais j'ai aussi fait parce que j'avais envie de le faire et parce que pour moi, ça faisait sens et que ça me faisait plaisir. C'est certainement ça qui fait que j'ai réussi à tenir cette traversée du désert
qu'on traverse toutes au démarrage. Tu l'as connue, je l'ai connue, vous la connaîtrez. Et celles qui réussissent sont celles qui continuent, qui prennent plaisir, qui trouvent leur formule magique, celle qui transforme pour elles et pour les personnes qui sont en face. Donc, c'est plutôt ça que je vous donnerais comme ultime conseil, c'est voilà, continuer à prendre plaisir dans la durée. Posez-vous les questions aussi en ces termes-là. Exactement, osez être vous-même, mesdames, parce que c'est comme ça que vous allez vous différencier. Et c'est la plus belle des manières de réussir dans l'entrepreneuriat. Et puis, bien sûr, connectez-vous toujours au plaisir et ayez confiance dans le chemin, c'est-à-dire le processus. On n'arrive pas effectivement tout de suite au résultat qu'on vise, mais c'est le chemin finalement pour y arriver qui est le plus épanouissant. Il y aura de toute façon de belles surprises et de belles aventures sur la route. Je te remercie et je vous invite à nous mettre un commentaire ainsi qu'un pouce pour soutenir cette création de contenu. Et bien sûr, on y répondra toutes les deux avec Marie. Je te remercie Marie et je vous dis à très bientôt. Merci Ophélie, à bientôt.